pathologie intellectuelle ou réflexe de défense? Je crois que le problème est assez bien posé, non? Comme vous le constatez tous les jours, l'actualité est continuellement encombrée d'accusations d'antisémitisme dès que l'on fait certains commentaires. Verboten, interdit. En fait, c'est une dialectique primaire qui vise uniquement à faire taire tout commentaire qui pourrait être dérangeant. Ainsi, le vocable antisémite est plus souvent accouplé aux qualificatifs tout aussi destructeurs que fasciste. Bien prononcé, hein, fasciste. Plus de poids. Et pire encore, de nazi. Et là encore, attention à la prononciation. Nazi. Plus violent. Donc il s'agit là d'un langage réducteur qui fait appel au réflexe conditionné de Pavlov pour culpabiliser et éviter que soit posée la question sur la réalité du concept antisémite. Circuler, il n'y a rien à voir. Telle est la raison pour laquelle j'ai voulu traiter aujourd'hui de ce sujet épineux et pourtant essentiel pour comprendre la cause essentielle, j'insiste bien là-dessus, de l'évolution du monde moderne et du poids croissant du judaïsme dans la société. Je ne sais pas si vous êtes branchés parfois sur la radio ou sur la télévision, mais c'est obsessionnel, cette volonté de culpabiliser tout ce qui toucherait d'une façon ou d'une autre au monde juif. Interdit de commenter, on ne commente pas, on ne fait pas de commentaires sur quelque chose qui est parfait, indiscutable. Oui, mais le problème, c'est que nous discutons et nous mettons en cause. Que cache donc l'accusation d'antisémitisme lancée par les accusateurs pour faire taire leurs opposants? Alors, voyons d'abord étymologiquement ce que cela veut dire. En fait, c'est l'hostilité envers les Sémites ou les fils de Sem, l'un des fils de Noé dans la Genèse. C'est là une première ambiguïté, car l'antisémitisme, dans son sens courant, ne vise que les Juifs, alors que les Arabes sont aussi des Sémites. On devrait donc plutôt parler d'antijudaïsme que d'antisémitisme, qui aurait en outre l'avantage d'englober l'antisionisme. Au-delà de cette question sémantique, il serait donc de se poser la question sur les origines de l'antisémitisme que l'on retrouve à toutes les époques, depuis le début du monde. Car ce n'est pas tout de lancer une accusation, encore faudrait-il définir ce qu'elle recouvre et quelles en sont les causes. Or là, c'est le flou total. Les accusations voudraient, sans autre examen, que cela soit considéré comme une sorte de sida mental, dont il convient de s'écarter de peur de la contagion, sans chercher à en connaître les raisons.
Donc l'accusation vise simplement à faire peur, à faire taire, pour éviter que l'on soit tenté de remonter à la cause, car cela deviendrait dangereux. C'est ce que nous allons essayer de voir. Alors que certains accusent les chrétiens d'être les inventeurs de l'antisémitisme à cause de la crucifixion du Christ par les Juifs, il faut tout de même constater que le réflexe anti-juif remonte à la plus haute antiquité. On peut dire que depuis le début du monde, il y a toujours eu un réflexe anti-juif. C'est tout de même curieux, ça. Ça interpelle, comme on dit. Cela devrait déjà attirer l'attention sur ce fait unique qui concerne le seul peuple juif, car c'est donc leur comportement envers les autres peuples qui a constamment provoqué un rejet. Au-delà de cette constante à travers les âges, s'est rajoutée bien sûr la crucifixion du Christ. On ne peut en comprendre la raison, je parle de la crucifixion, si l'on ne prend pas en compte leur déception. Leur déception. Et leur colère devant ce Messie qui, contrairement à ce qu'ils croyaient leur être promis, ne leur donnait pas le pouvoir sur le monde. Donc pour eux, c'était un escroc qui dérangeait et qu'il fallait éliminer au plus vite pour éviter toute contagion. De cette déception va découler pour les grands juifs, c'est ce que l'on appelle le Sanhédrin, une paranoïa, une obsession. S'il n'y a pas de Messie pour leur donner le pouvoir sur le monde, alors c'est le peuple juif lui-même qui doit s'instaurer son propre Messie et le Messie du monde. D'où le mondialisme. Vous voyez, comme c'est lié. Ainsi la boucle est bouclée, et vous avez là l'origine du mondialisme messianique. Pour y parvenir, ils utilisent les insurrections, les révolutions, les assassinats qu'ils suscitent, nécessaires à la poursuite de leur plan de conquête. Et au cours de l'histoire, on voit se dérouler un certain nombre d'assassinats politiques, toujours de la même origine. Notamment la mise à mort de Louis XVI, prémisse nécessaire à l'établissement de la Révolution dite française, suivi de celui du prince héritier d'Autriche-Hongrie, François Ferdinand, par le terroriste serbe juif et franc-maçon Princip, qui fut à l'origine de la Première Guerre mondiale. Donc, vous voyez, aucun de ces actes dans l'histoire n'a été gratuit et a visé à provoquer un événement qui allait suivre. On peut y associer aussi, à notre époque moderne, l'assassinat de John Kennedy. Comme le rappelle Kevin Barrett, maître de conférence à l'université de Wisconsin. Et il observe, je cite, « Comptant sur ces millions de fidèles fanatiques à travers le monde, il parle des Juifs américains, qui dominent clairement la politique étrangère américaine,
Ils n'ont pu le faire que grâce à l'assassinat de Kennedy. Il semble bien, poursuit-il, que le coup d'État contre JFK a constitué le tournant historique de cette stratégie. Les présidences de Eisenhower et Kennedy menaient des politiques étrangères indépendantes focalisées sur les intérêts américains et non sur les intérêts israéliens. Mais depuis le massacre des Kennedy, les uns après les autres, les États-Unis sont devenus l'esclave abject et servile d'Israël. Fin de citation, c'est extrait de Presse TV du 11 décembre 2013. Vous pouvez contrôler. Donc voilà l'Américain qui ne mâchait pas ses mots. Aujourd'hui, les révoltes en Tchétchénie, dans la Géorgie de Saakashvili, homme d'Israël et juif lui-même, suivi en Ukraine avec la juive lettonne Yulia Tymoshenko, en sont les exemples les plus récents. Ils visent à affaiblir la Russie de Vladimir Poutine, seul véritable obstacle, par sa puissance retrouvée, à l'établissement de leur dictature mondiale. Voilà comment tous ces événements, apparemment déconnectés les uns des autres, ne sont en fait que l'enchaînement nécessaire d'un plan mûrement préparé et poursuivi de génération en génération. Une chose est à souligner. Les définitions d'antisémitisme que je me suis amusé à relever sur Internet, dans différents dictionnaires ou commentaires, brûlent toutes par leur façon de masquer le problème sur ses origines et ses causes. Ainsi, je cite, « Si l'antisémitisme, comme on peut le lire dans ces textes, désigne un sentiment systématique d'aversion envers les Juifs, en tant que Juifs ou race, il peut prendre la forme d'une opinion ou d'une attitude hostile de discrimination, ghetto, expulsion, de racisme, de persécution. L'antisémitisme est allé jusqu'à des formes institutionnalisées de persécution qui culminèrent avec l'extermination systématique, la Shoah, entreprise par le régime nazi qui fit plus de 5 millions de morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Bon, je vous cite ça tel quel. J'avoue que j'étais un petit peu surpris des 5 millions parce que normalement c'est 6 millions. Petite erreur. Donc c'est moins grave. Tout aussi invariablement, ces textes se terminent par cette autre affirmation. L'antisémitisme constitue une négation du droit à la différence. Phrase qui sert à désarmer toute contradiction que l'on retrouve aujourd'hui dans le débat sur la théorie du genre, l'homosexualité, le droit au mariage gay, la gestation médicalement assistée pour les homosexuels, etc., etc. En fait, ce genre de définition ne constate qu'une réaction. Elle se garde bien de remonter à la cause. Et c'est là toujours la même chose. Et quand je vois quelqu'un qui fait un commentaire, par ailleurs justifié, mais qui ne remonte pas à la cause, je me dis, bon, c'est un travail inachevé, ou bien c'est qu'il n'a pas voulu remonter à la cause. D'où vient donc la réaction antisémite? Qu'elle soit une maladie ou qu'elle soit justifiée.
Pour comprendre ce phénomène universel, je ne connais pas de meilleure réponse que le texte de l'historien juif Bernard Lazare, que je crois que vous connaissez tous, la plupart, qui est fondamental. Fondamental d'abord parce qu'il dit, et fondamental parce que c'est un juif qui le dit, et pas n'importe quel juif. C'était un juif qui était avec toutes les caractéristiques des juifs, ce n'était pas un juif atypique. Et on trouve cela au lendemain, donc ça a été écrit en 1894, au lendemain de l'affaire Dreyfus, dans son livre « L'antisémitisme, son histoire et ses causes ». Et voilà ce qu'il disait. Écoutez bien. Si l'on veut faire une enquête complète de l'antisémitisme en n'oubliant aucune des manifestations de ce sentiment, en suivant les phases diverses et les modifications, il faut entreprendre l'histoire d'Israël depuis sa dispersion ou, pour mieux dire, depuis le temps de son expansion hors du territoire de la Palestine. Puis Bernard Lazare constate. Partout où les Juifs, cessant d'être une nation prête à défendre sa liberté et son indépendance, se sont établis, partout, s'est développé l'antisémitisme, ou plutôt l'antijudaïsme, car l'antisémitisme est un mot mal choisi, qui n'a eu sa raison d'être que de notre temps, quand on a voulu élargir cette lutte du juif et des peuples chrétiens, et lui donner une philosophie en même temps qu'une raison plus métaphysique que matérielle. Puis vient la chute d'une très grande honnêteté intellectuelle qui ruine la thèse de l'antisémitisme considéré comme une maladie de l'esprit. Je cite. Il faut donc, puisque les ennemis des Juifs appartiennent aux races les plus diverses, qui vivaient dans des contrées fort éloignées les unes des autres, qu'ils étaient régis par des lois différentes, gouvernés par des principes opposés, qu'ils n'avaient ni les mêmes mœurs, ni les mêmes coutumes, ils étaient animés d'esprits dissemblables, ne leur permettant pas de juger également de toutes choses. Il faut donc que les causes générales de l'antisémitisme aient toujours résidé en Israël, même et non chez ceux qui le combattirent. Tout est dit. Le diagnostic est posé, et c'est un juge qui le fait. Les Juifs, par leur attitude, sécrètent l'antisémitisme partout où ils s'installent. Or, Bernard Lazare n'était pas ce que l'on pourrait appeler un juif atypique en rupture avec sa communauté. Il avait été un des défenseurs acharnés de Dreyfus. Alors, venons-en, bon, ça peut peut-être vous paraître un petit peu anachronique, mais venons-en à l'affaire Dieudonné. Car elle se rattache à la question juive et à l'antisémitisme qui en découle. Première observation. Comment se fait-il que ce texte fondamental de Bernard Lazare n'ait pas été évoqué par la presse dite nationale ou catholique, comme je l'ai souligné dans La Politique et dans un communiqué à Rivarol? Nous avons été les seuls à le rappeler. Pourquoi? Il faut tout l'analphabétisme politique, historique ou pire encore, le philo-judaïsme de certains
pour qu'il n'ait pas rappelé ce texte à l'occasion de la très étrange affaire Dieudonné. Comment s'étonner devant pareil oubli que les nationaux soient aussi ignares, tombent dans toutes les provocations sans comprendre à quoi elles servent. Cela va entre autres de la couverture de Minutes sur Christiane Taubira à l'affaire Dieudonné, car comme je l'ai dit et écrit, qui en fume qui? Le plus drôle, si on peut dire, dans cette affaire, est de constater que toute une frange de petits blancs fascistes se pâme d'aise devant les provocations de Dieudonné et sa quenelle qui n'est qu'un bras d'honneur incomplet. Ils en viennent à proclamer sur Internet « Super, Soral président et Dieudonné Premier ministre ». À la place de Soral, je n'aimerais pas cet amalgame. C'est du niveau de la bande dessinée et je plains Soral, en dépit d'un mauvais entourage, vaut mieux que ces pitreries. On est là à des années-lumière de la nécessaire formation sur les principes pour détruire ceux issus de la Révolution dite française. C'est de l'émotionnel au premier degré. Une façon de se défouler à bon compte, sans comprendre que ce genre de comportement ne sert que l'ennemi et les affaires de Dieudonné. Ainsi, en le laissant débiter ses provocations dans son théâtre, de la Main d'Or ou ailleurs, pour finalement l'interdire, cela n'aura eu comme effet que de faire la publicité à ce battleur d'estrade pour détourner l'attention de la critique des lois destructrices de l'ordre naturel que l'on cherche à nous imposer depuis Sarkozy avec la théorie du genre et la dictature homophile, et justifier une nouvelle restriction de la liberté de parole, victimiser à nouveau le peuple juif. Cela fait penser à un jeu de rôle, avec l'aide consciente ou non de Dieudonné, car qui a monté ce scénario? Manuel Valls, dont j'ai révélé dans la politique les origines juives, et un juge du Conseil d'État de même origine, Bernard Stirn, qui a statué seul, ce qui est illégal. Or, curieux ou révélateur, ce Stirn est l'arrière-petit-neveu d'Alfred Dreyfus. Comme on se retrouve. Et aussi le frère de l'ancien ministre Olivier Stirn, membre de l'association France-Israël. Voilà à qui, à quoi servent les palinodies de Dieudonné, qu'il soit membre du Mossad ou non, comme il l'a sorti sur le site Garofi. Je ne vous le recommande pas, ce site, c'est provocateur, etc. Mais n'empêche que la chose a été dite. En fait, c'est une pochade tout au plus. Bon, tout ça, c'est pas sérieux. En tout cas, même si c'est une pochade, on en dit autant des protocoles des sages de Sion, dont on voit pourtant se dérouler sous nos yeux les prophéties du plan de conquête juif mondial. Et voilà ce que je réponds aux quelques allumés qui m'ont moqué pour ma citation du Garofi, comme si elle les dérangeait. Aussi, je leur réponds, à qui cette affaire a-t-elle servi en fin de compte? D'autant que le magazine Valeurs Actuelles,
dont on connaît tout de même certaines attaches, révélait la satisfaction du site sioniste JSS News. Je cite, « Le site sioniste JSS News déclare que les propriétaires du théâtre de la Main d'Or, l'antre de l'humoriste Dieudonné, ne sont autres que Georges Melka et Gabriel Lévy, le généreux donateur de la communauté juive et sioniste. » Comme on se retrouve. Et je repose à nouveau la question, qui en fume qui? Car enfin, Dieudonné, dans une vidéo récente, démontre qu'il est un républicain internationaliste, africaniste et raciste, et antiraciste, qui, comme Marine Le Pen, Bruno Gollnisch et Florian Philippot, ont rendu hommage à Nelson Mandela, le tortionnaire des Blancs sud-africains, avec le supplice du pleu enflammé autour du cou. Il faut savoir ces choses-là, voyons. Il faut savoir ça. Le pleu enflammé autour du cou. Très humanitaire, ça, n'est-ce pas? En outre, à la fin de cette vidéo, on peut voir sur YouTube qu'il entonne même le chant des partisans. Le chant des partisans, vous savez, qui est utilisé par les maquisards communistes à la Libération et Épuration. Et voilà ce qu'un certain nombre de nationaux ou de soi-disant révisionnistes, pour la plupart racistes, applaudissent. Vraiment, comme je suis amené à le répéter de plus en plus souvent, la bêtise humaine est ce qui donne le mieux la notion de l'infini. Un autre élément d'appréciation vient encore appuyer ma méfiance. Lorsque j'apprends sur le site www.dieudonnosphère.com, le site internet de Dieudonné, que le site internet de Dieudonné a été piraté en fin d'année, de l'année dernière, et ainsi les noms, les adresses personnelles et professionnelles de tous les acheteurs de produits vendus par son site avaient été connus des associations juives militantes. Vous voyez comme il faut faire attention de ne pas tomber dans le piège. Même si c'est sous la fiche de quelqu'un qui vous semble recommandable. Eh bien non. De même, les courriels et certaines identités de personnes ayant été adressées avec des photos personnelles en situation de quenelleur. Or, comme pour les accusations du Gorafi dénonçant Dieudonné comme agent du Mossad, du fait de ses origines falachas présumées, aucun démenti n'est venu rassurer sur ces supposées allégations. Alors, à propos du terme de falacha, je voudrais rappeler, pour ceux qui ne le savent pas, que cela désigne les Juifs d'Éthiopie. Donc voilà, tout ça est regrettable pour la crédibilité d'une part de Dieudonné, et aussi je le regrette pour Soral, qui continue à le soutenir, car qui ne dit mot consent. J'ai beaucoup d'admiration pour Soral, bien que certaines choses, il aurait mieux fait de se tenir tranquille, parce que c'est un homme qui a le courage tout de même de dire certaines choses, mais malheureusement, il ne remonte pas suffisamment aux causes pour que ce qu'il dénonce soit suffisant. Il me faut maintenant aborder un autre volet de la question juive et de l'antisémitisme qui en découle. Je fais là allusion à toute une frange d'écrivains, de journalistes ou de religieux
qui nie le complot judéo-maçonnique, ce qui explique l'ignorance des milieux de droite, y compris traditionnalistes, face à l'ennemi. Or, un peuple qui ne connaît pas ses ennemis ne sait s'en prémunir. Ainsi, la négation du complot judéo-maçonnique n'est pas innocente ou découle d'un étrange aveuglement, car le terme judéo-maçonnique, qui est dû à Monseigneur Join, fondateur de la Revue internationale des sociétés secrètes, qui eut une très grande influence entre les deux guerres mondiales, découle de l'observation, comme je l'ai démontré dans mon livre « La maçonnerie » que vous avez là. Par ses textes, mais par sa symbolique. La maçonnerie découle de la cabale juive luciférienne. On peut ainsi considérer le franc-maçon comme le laïc du judaïsme. Pourquoi donc, alors que tant d'auteurs, depuis le XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, ont mis en lumière les textes maçonniques et juifs qui revendiquent cette filiation, y a-t-il encore des gens dits de droite ou catholiques, même prétendument traditionnalistes, qui nient cette filiation et le complot? On retrouve cette négation du complot judéo-maçonnique chez différents auteurs. Yves Chiron, auteur catholique, dans Présent, journal catholique, en date du 11 mars 2006 et en date du 15 avril 2006 aussi. On le retrouve dans la Nef, numéro 169, de mars 2006, sous la plume de Michel Toda, et aussi de messieurs Geffroy et de Guy Hébon dans leur entretien avec Pierre-André Taguieff, dans la Nef, numéro 170 d'avril 2006, qui assure qu'il n'y a pas de complot judéo-maçonnique. Et bien sûr, pour eux, les protocoles sont un faux. Or, c'est sur ce genre de texte, sur ce genre de déclaration, que nombre de gens de nos milieux tombent dans le piège et croient à ce que ces gens-là disent. Donc vous voyez comment il faut se méfier, y compris de déclarations contenues dans des organes que l'on considère comme des nôtres. Parce qu'elles ne le sont pas autant qu'on pourrait le croire. Autre individu curieux, Patrice de Pluquet, journaliste au Figaro, ce qui déjà devrait éveiller la méfiance, nie lui aussi le complot, et occulte les textes des Illuminés de Bavière cités par Baruel. Pire encore, ces curieux catholiques évacuent l'excommunication de la maçonnerie par Clément XII en 1738. 1738. Donc bien antérieur à l'œuvre de Baruel qui date de 1797. De même, dans le numéro 1 du Choc du mois animé par Jean-Marie Molitor, l'étrange abbé de Tanoirne présente les francs-maçons en victimes collatérales. Et nie comme son complice l'abbé Sellier, toujours membre de la très dévote fraternité Saint-Pédis, tout complot maçonnique. Étonnez-vous après ça de l'abêtissement de ce que l'on en dit, entre guillemets, nos milieux. De façon moins surprenante, on retrouve ces mêmes positions chez les Marans
Bernard Anthony et Daniel Amiche, qui nient l'existence des Illuminés de Bavière, alors que l'on connaît le rôle prépondérant de leurs descendants, notamment dans ce que l'on appelle aujourd'hui les Skull and Bones. Skull and Bones. Dans la politique américaine et donc mondiale. Mieux encore, si l'on peut dire, comment ne pas être sidéré d'entendre l'étrange révisionniste Vincent Renoir déclarer dans sa vidéo « Sens et avenir du combat nationaliste », je cite, « Notre cible ne doit pas être la judéo-maçonnerie, ni le gauchisme pro-immigration, ni le féminisme, ni les lobbies, ni lesbiens, que sais-je encore. D'où le fait que mon combat n'a jamais été dirigé contre la franc-maçonnerie. » Voulez-vous me dire à quoi sert ce Vincent Renoir? J'attends toujours un débat avec lui. Donc, curieux nationaliste que ce Vincent Renoir, qui ne veut pas voir le complot juif-maçonnique, alors qu'il étale son révisionnisme contre les Juifs. Il y a un petit problème. Comme d'autres négateurs du complot, M. Claude Rousseau et Dominique Vien, deux collaborateurs de la revue de la Bétard Noire Certitude, en fait, dénoncent les effets, mais se gardent de remonter aux causes. Ça m'interpelle toujours, parce qu'à ce moment-là, il y a toujours anguille sous roche. Ainsi, refusant de se battre contre le lobby judéo-maçonnique, le révisionniste Renoir y participe. Le lobby peut bien lui laisser sa marotte du révisionnisme, il n'est pas dangereux, car il participe à la désinformation. Sa vidéo du 27 juin 2013, intitulée « Sur Alain Soral », est tout aussi révélatrice de son obsession de nier le complot. Je cite. « Rester sur des doctrines immuables, c'est cependant oublier que les sociétés évoluent. Donc, à l'évidence pour lui, elles évolueraient toutes seules, sans qu'il y ait une main qui la dirige. » Et il poursuit. Certaines coutumes peuvent devenir obsolètes. Nous sommes là au cœur du problème de l'euthanasie. Bien que chrétien, donc au départ opposé à l'euthanasie, j'ai lu plusieurs livres du camp d'en face. Dans une vidéo à paraître jeudi, je réfuterai la thèse du complot. Ce qu'il n'a jamais fait. C'eût été trop dangereux. Car il y a des évidences qu'on aurait pu lui jeter à la figure et qui l'aurait fortement embarrassé. Ce genre de déclarations ne sont donc que des dénégations, comme tous les autres négateurs du complot, incapables d'apporter la moindre preuve à leur thèse, et cherchant surtout à se dédouaner. En fait, le refus de Renoir de voir l'action de la judéo-maçonnerie découle de son adhésion au gnostique et franc-maçon René Guénon. C'est un nom qui ne dit peut-être pas grand-chose à certains d'entre vous, mais qui a eu une influence très importante parce que, mélangeant le bon et le mauvais et le faux, il a trompé et continue de tromper beaucoup de gens.
Démonstratif de sa vacuité et de sa duplicité, il y a quelque temps, j'avais reçu un message de l'un de ses partisans me demandant si j'acceptais un débat avec lui. Ayant immédiatement donné mon accord, j'attends toujours ce débat et c'est systématique. Je ne refuse jamais le moindre débat, mais ceux qui le proposent comptent toujours que je me défilerai. Et comme je ne me défile pas, ils sont bien embarrassés. Et j'avais eu la même expérience avec le dénommé Henri de Lesquen. Il s'est empêché de décommander l'entretien prévu dès que je l'ai eu accepté. Donc, comme si, je répète, comme si ces gens escomptaient que j'allais fuir le débat pour pouvoir triompher sans risque. Or, comme j'accepte leur proposition, pour eux, c'est courage, fuyons. D'où mon profond mépris pour ces gens-là. Sous un autre angle, Franck Abel, un garçon qui est apparu à un moment donné, je crois qu'il a disparu, on n'entend plus parler de lui, dans un entretien du 4 mai 2013 avec Nicolas Bourgoin, a participé à la même désinformation. Voilà ce qu'il disait. La maçonnerie est à combattre, bien évidemment, mais c'est un ennemi secondaire. Le vrai ennemi à combattre, c'est Satan. La maçonnerie, c'est pas Satan? Alors, on se demande si ces gens sont des esprits faux, illogiques, ou bien s'ils se moquent du monde. Donc, comme si l'un ne découlait pas de l'autre. Déjà, dans son entretien sur le livre d'Anne Kling, menteur et affabulateur de la Shoah, on entendait à la minute 2:04, Abed déclarer « Je crois sans aucun doute, étant donné qu'il y a de contradictions dans les témoignages, qu'il y a énormément de preuves historiques irréfutables. Il faudrait être un dangereux malade mental pour contester la réalité de la Shoah. Maladie mentale, bien évidemment, que je ne suis pas. » C'est lui qui parle, c'est pas moi. Est-ce que vous comprenez comment nos milieux sont systématiquement, régulièrement trompés par des déclarations de gens qui apparemment appartiennent à nos milieux? Donc, au-delà de sa suffisance sur ses hautes capacités intellectuelles, voilà donc l'antisémitisme placé dans la case de maladie mentale par un Abel qui se prévaut de ses ascendances juives et qui, lors d'un entretien avec Noreddin Lahamouri, annonçait vouloir étudier l'hébreu ancien avec des rabbins et être prêt à aller en Israël pour cela. Mais qu'il y aille! Est-ce que vous comprenez comment nous avons dans nos milieux des gens qui mentent pour influencer nos milieux? Il faut encore relever ces inepties sur les témoignages sur la Shoah, qui ne sont pas contradictoires, comme il dit, car cela fait partie de la Shoah business dénoncée par Alain Finkelstein dans l'industrie de l'Holocauste. Bonne recommandation. Comme Renoir, Abel ment pour ne pas être taxé d'antisémitisme, car il a mon livre sur la maçonnerie.
dans lequel je démontre citation à l'appui de hauts maçons et de juifs qui revendiquent le complot, et notamment la filiation juive kabbaliste et l'aspect luciférien de la haute maçonnerie, nié par le marin Bernard Anthony. Ainsi, leur refus de reconnaître le complot judéo-maçonnique n'est ni un hasard, ni gratuit. Ils traduisent tout la peur, soit leur connivence. C'est cela que je reproche à un Thibaut de Chassé qui avait laissé affirmer par Bruno Gollnisch dans la revue L'Héritage numéro 2 que la trilatérale n'est pas maçonnique. Alors que Zbigniew Brzezinski se félicitait d'avoir créé avec David Rockefeller la commission trilatérale en 1773, deux hauts francs-maçons mondialistes. Alors, peut-on croire mes connaissances quelque peu invraisemblables ou connivence avec les lobbies en question? À chacun d'en juger. On retrouve cette même désinformation dans nos milieux avec Jean Sévillia, bien vu dans les milieux cathos, Radio Courtoisie. Dont je suppose, d'après son nom, les origines maranes, qui affirmait donc sur Radio Courtoisie, je cite, qu'il n'y avait pas eu d'influence ni juive ni maçonnique dans la Révolution française. Ah, on est rassuré. Serait-il assez ignare pour méconnaître le rôle du juif Adam Weishaupt, le fondateur des Illuminés de Bavière? Coqueluche de la droite bien pensante, il écrivait dans son livre « Quand les catholiques étaient hors la loi », alors rien que ce titre d'ailleurs interpelle, « Quand les catholiques étaient hors la loi », pourquoi ils ne le sont plus? Oui. Je cite, « En dépit d'une certaine propagande, et encore, il n'existe pas de complot maçonnique. » Or, si déjà le titre de son livre impliquait que les catholiques ne sont plus persécutés, c'est un comble quand on connaît le rôle qu'a eu le juif Emmanuel Valls quand il était ministre de l'Intérieur, je crois. Ministre de l'Intérieur. Hein. Il faut savoir que Jean Sévillia est invité au Salon du Livre du B'nai B'rith. Avec ça, on est rassuré. Comme Louis Chagnon, collaborateur du grand catholique Bernard Anthony. Est-ce que vous vous rendez compte comment nos milieux sont trompés? Et sur le site www.academ.org, complément, etc., on trouvait l'annonce suivante. Le B'nai B'rith France et la loge Ben Gourion ont le plaisir de vous inviter au 17e Salon des écrivains, le 17 novembre 2012, de 14h à 19h, salon de la mairie du 16e arrondissement, 71 avenue Henri Martin. Était annoncée une table ronde sur le thème « Le politiquement correct » avec Yvan Rouchiol, Jean Sévillia et Samuel Trigano. Or, Sévillia
et aussi l'invité d'organisations telles que Renaissance catholique, Radio Courtoisie, le Club de l'Horloge, l'Unité capétienne, les pauvres. Journée d'entraide pour la Terre Sainte et de l'Ordre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, de l'Institut catholique d'études supérieures, et signe ses livres, entre autres, à la librairie Duquesne à Paris, antenne de la diffusion dans la pensée française, qui organise les journées Schwann. Vous voyez comment nos ennemis s'infiltrent dans les structures catholiques et manipulent par ce fait-là le public catholique. Et évidemment, je suis le méchant, vilain petit canard qui ose dire les choses et dire attention, vous êtes cocu. Vraiment la bêtise, l'aveuglement, la lâcheté ou la compromission des milieux dits catholiques est abyssal. Il est aussi intéressant de relever les noms des participants dits de droite au salon du livre du Bnei Brit. Je cite Alexandre Delval, Paul-Henri Blanru, qui se dit pourtant révisionniste et sédévacantiste. Roland Redeker, Louis Chagnon, Patrick de Plunkett, Anne-Marie Delcambre, Jean-Paul Gourevitch, Guy Millière. Intéressant personnage celui-là. Yvan Rouffiol, Yves Roucaute, Jean Robin, qui s'est défoulé un jour contre moi, ce qui m'a fait le plus grand plaisir, parce que j'adore quand les ennemis me tapent dessus. J'adore, c'est démonstratif. Jean Robin, donc. Mohamed Sifaoui, Daniel Mascret, Maurice Vidal, Pierre Cassen, Christine Tassin, ces trois derniers animateurs de riposte laïque, du gaulliste Yvan Blot, René Marchand, Joachim Veliocas, Michel Tribala, Renaud Camus, Fabien Gelman du Front National. Outre le maran Jean Sévillia, il y a un autre individu qui attire l'attention. Le dénommé Paul-Henri Blanru, prétendument révisionniste et sédévacantiste, qui avait moqué dans une vidéo mes réserves envers Dieudonné. Pourtant, il est accueilli au salon du livre du Bnei Brit, alors qu'il étale sur Internet ses propos révisionnistes et sédévacantistes. Alors, comme on dit, cherchez l'erreur. Comment savait-il qu'avec de pareilles positions, il puisse être accueilli par le Bnei Brit, qui est la loge réservée aux seuls juifs? D'où la question, ces prétendus révisionnistes ou sédévacancistes sont-ils des idiots utiles ou des complices du judaïsme? On peut en trouver l'explication éventuellement dans le fait que le révisionnisme permet aux juifs de se victimiser et nourrit la shoah-bis. En outre, le révisionnisme écarte la nécessaire bataille des idées qui doit être globale et non pas circonscrite à un point, car c'est un problème global que on ne peut pas écarter en ne parlant que d'un détail. Détail, comme disait l'autre. Quant à leur penchant chez des vacantistes, il ne peut surprendre
car il aide à la destruction de l'Église en l'abandonnant ses ennemis. Là encore, à qui profite leur position. Et voilà comment les milieux dits nationaux et catholiques sont infiltrés, trompés, neutralisés par des compagnons de route de la judéo-maçonnerie, d'où ma formule pour décrire cette tactique, infiltration, neutralisation, déviation, et éventuellement, quatrième, destruction. Comment s'étonner avec de pareils informateurs de la niaiserie de nos milieux face à l'ennemi? Non seulement nous avons affaire au lobby judéo-maçonnique, mais aussi à des individus qui, sous couvert d'une étiquette catholique, protègent par leur silence, leur mensonge, la progression du complot judéo-maçonnique. Ainsi, l'antisémitisme n'est pas une maladie, mais une réaction de défense face à un corps étranger, envahissant et destructeur, d'où l'universalité de la réaction à son égard. Si maladie il y a, c'est du côté de la haute juiverie qu'on la trouve, par son obsession paranoïaque d'être son propre messie pour gouverner le monde. Voilà pourquoi il convient de nettoyer d'urgence les écuries d'Augias de nos milieux pour nous débarrasser de leurs compagnons de route. Et je voudrais terminer par cette citation qui montre à quel point la question juive a été de tout temps. Elle est de Marcus Tullius Cicéron, le grand historien romain, circa 106 avant Jésus-Christ. C'est pas jeune, ça. Et voilà ce qu'il disait. Les Juifs appartiennent à une force obscure et répugnante. On sait combien cette clique est nombreuse et comment ils se serrent les coudes et quel pouvoir ils exercent par leur union. C'est une nation de coquins et de trompeurs. Cicéron, environ l'an 106 avant Jésus-Christ. Merci pour votre attention. Oui, il n'y a rien de neuf. Les mêmes ont toujours provoqué les mêmes réactions. Bon, si vous avez des questions, oui. Bonjour, docteur. Tout à l'heure, vous parliez de Paul-Henri Blanru ou de Paul-Éric Blanru? Qu'est-ce que j'ai dit? Vous avez dit à plusieurs reprises. Je crois que c'est Éric. C'est Éric. C'est Éric. Oui. Non, j'ai mal articulé. Non, il n'y a pas de souci. C'est dingue parce qu'il avait écrit le livre Anthologie des propos contre les Juifs et le sionisme. Il avait regroupé tous les... Oui, attendez, il y a un problème là. C'était quand? Non, c'est bien lui, c'est bien lui. Hein? C'est bien lui, c'est bien lui. C'est bien lui. Ouais, c'est bien lui, c'est Paul-Éric Blanru. Non, mais il y a des contradictions. Il y a des contradictions. Hein. Parce qu'il a des livres très virulents. Oui, non, mais justement, c'est ça qui est terrible avec certains auteurs, c'est que on lit un texte, on dit ah, bravo, très bien, puis on lit un autre texte, on dit c'est pas possible, c'est pas la même personne. Et c'est embêtant quand on veut faire la critique, justement. Donc on est obligé de rappeler les deux textes et de dire, bon, quand est-ce qu'il parle vrai? Deux petites remarques. Depuis quoi? Deux petites remarques. La première concerne Nelson Mandela.
le supplice du pneu. C'était surtout pour les collaborateurs noirs qu'il faisait ce supplice-là, c'est-à-dire que les fonctionnaires noirs, ceux qui acceptaient de travailler avec les blancs, ceux qui étaient amis avec des blancs, avaient droit au supplice du pneu, plutôt pour la population noire que contre les blancs eux-mêmes. Alors, c'est à vérifier, parce que moi, ce que j'ai vu, apparemment, ça concernait les deux. Oui, il y avait les blancs aussi, hein, mais c'était plutôt tourné vers les noirs. Mais évidemment, ils étaient considérés comme des traîtres. Voilà. Oui, je comprends. La deuxième concerne nos élites, c'est-à-dire des gens qui sont dans des mouvements dits de droite. Beaucoup, alors il y a des traîtres, effectivement, comme vous les avez, ceux qui prêchent l'inverse pour des raisons diverses, par peur, par intérêt, pour différentes raisons. Mais il y a un nombre d'abrutis phénoménal, c'est-à-dire qui ne comprennent rien. J'applaudis. Voilà, c'est malheureux. C'est évident. C'est évident ce qu'on appelle les idées utiles. Oui, parce et j'en connais qui sont sincères, qui ont milité pendant des années, et ils ne comprennent pas, ils refusent de voir, voilà. Ou alors ils prennent peur, tout simplement. On ne peut que constater. On n'est pas dans leur conscience, donc on ne peut pas... C'est-à-dire qu'en face, il y a tellement de propagande, c'est répété, c'est... Oui, enfin, je regrette beaucoup. Quand on a suffisamment de données en main pour avoir une idée déterminée, on n'en change pas comme on change de chemise ou de slip, quand même. Quand même. Je ne parle pas de gens qui ont un double visage, je parle de responsables, des fois des responsables départementaux dans certains partis, qui croient en la Shoah, qui croient en la Révolution française venue du ex nihilo, qui s'est créée à partir de rien par le soulèvement du peuple. En fait, ils croient toutes les fadaises. La colère du peuple. Soit qu'on parle du Solzhenitsyn, soit qui, enfin je ne sais pas, mais ils sont dans la culture. La culture. La lâcheté. Certains peut-être par lâcheté, mais moi je dirais par bêtise pour beaucoup. Fondamentalement, pour beaucoup, la majorité par bêtise. Oui. Par certainement. Mais aussi énormément par lâcheté. Oui, aussi. Voilà. Et puis, le fait de vouloir se remettre en question, quand on a cru quelque chose pendant 40 ans, 50 ans, c'est pas toujours évident de se dire, mais pendant 50 ans, j'étais un imbécile. Enfin, bah, ça doit être mon cas. Enfin, il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Jean Séguignat a écrit un bouquin qui s'appelle Le nouveau visage du terrorisme intellectuel. Ah oui, c'est évident. C'est un terrorisme intellectuel. Mais j'en ai parlé dans ma conférence, justement. C'est un terrorisme intellectuel. Et c'est comme ça qu'on voit des gens qui ont pu faire de bonnes déclarations, brusquement tourner qu'à sec. Mais il le dénonce dans son livre, alors il le dénonce dans son livre, il prétend dénoncer, alors qu'il en fait partie. En fait. L'être humain est faible. Autre question, oui. Oui, sur tous ces sujets-là que vous abordez, donc on peut constater qu'il y a un refus de débat public avec les personnes comme vous. Voilà. Ça vous a sauté aux yeux. Non, mais c'est important de le souligner. Bien entendu. Compte tenu de ce refus de débat public, c'est une façon aussi d'imposer la pensée unique et de dévoiler la vérité aux gens. Mais bon, vous qui me suivez déjà depuis longtemps, vous savez que je crois que ça a commencé avec Henri de Lesquen qui a refusé de débattre avec moi, etc., etc. Mais il y en a plein d'autres. Chaque fois que je propose un débat,
courage fuyant. Je suis tellement dangereux. Et donc on est obligé d'en déterminer que un peu toutes les personnalités de droite ou d'extrême droite sont viciées. Encore dernièrement, on avait Aldostérone, dont on apprenait qu'il était franc-maçon. Donc, Oui. que vaut tout ce qu'il peut dire à partir de ce moment-là? Oui, non. Problème. Non, mais c'est. Voilà. Ce sont les conditions de la lutte, justement. On est entouré de faux culs qui trompent le monde autour d'eux. Donc, c'est pour ça qu'il faut dire les choses carrément, sans risque, sans craindre plutôt de blesser. Parce que les gens qui se prêtent à ce genre de. Ça m'est complètement égal de les blesser. S'ils sont blessés, tant pis pour eux. J'aimerais aussi votre réaction, parce que bon, j'ai entendu une chose, je ne sais pas si c'est vrai. Ça vient de Lucien Rebattet. Oui. Il est très connu Oui, je connais. Extrême droite. Oui, bien sûr. Donc il était à Vichy, et il a dû quitter Vichy, car il y avait trop de juifs à Vichy. Quoi Il a dû quitter Vichy, car il y avait trop de juifs à Vichy, dans les instances de Vichy. Je suis bien d'accord. Alors, j'ai entendu parler de ça, je ne sais pas si c'est vrai, si vous pouvez réagir à ça. Bon, il ne faut pas exagérer tout de même. Il n'y avait pas plein de juifs, mais il n'y avait pas que les juifs, il y avait des francs-maçons aussi. Parce qu'ils vont ensemble d'ailleurs. Non, mais moi, l'histoire de Vichy, d'abord Vichy et Pétain, bon, j'ai un peu de chagrin pour lui, mais je ne dirais pas que Pétain, c'est ma tasse de thé. Il a manqué de ce qu'il fallait. Bon, on me dira que c'était un homme du siècle passé qui ne comprenait rien du tout, qui n'a rien compris à la guerre révolutionnaire qui était en cours. Il était âgé aussi. Et quoi? Il y avait l'âge aussi, il était âgé. Au moment de sa prise de fonction, il était âgé. Il y avait l'âge. Et là, en plus de ça, bien entendu, il avait quoi, 93, je crois, ou quelque chose comme ça, non? Je ne sais plus. 85. Peu importe. Vichy, ça a été un naufrage. C'est vraiment dommage, parce que tout aurait pu basculer à ce moment-là. Et les gens de Vichy, par quelques exceptions, et dont une très proche de moi, c'était mon père, et des amis de mon père qui avaient bien mis en garde le maréchal, et puis aussi, et l'amiral Darlan, qui avait parfaitement compris ce qui allait se passer. Or, Darlan, c'est tout de même intéressant comme démarche. Il venait de gauche, de la gauche, quelque peu maçonnisant. Et pourtant, bon, devant ce qui se passait, il a compris, et il a tourné Kazakh, il a mis en garde. Mais par rapport à ça, des gens comme Darlan, c'est surprenant de constater que des gens qui viennent de la gauche, qui vont à droite, il y en a beaucoup. Par contre, l'inverse n'existe pas. Des gens de droite ne vont jamais à gauche. Exactement. Excellente observation. C'est vrai. C'est le cas pour énormément de personnes connues dans le milieu nationaliste. Tout à fait. Qui viennent de la gauche et qui ont été parmi les meilleurs défenseurs de la véritable droite traditionnelle. C'est le cas de Dieudonné, de Soral, de Darlan. Tout à fait. Même, comme je l'ai dit tout à l'heure, même s'il y a des choses tout de même chez eux qui sont pas très catholiques. Non, c'est certain. Et là, je regrette beaucoup que Darlan n'ait pas pu aller plus loin, puisqu'il a été assassiné, ça il faut le savoir, pour ceux qui ne le savent pas, et que cet assassinat a bien rendu service à certains, parce qu'il serait allé beaucoup plus loin que le maréchal Pétain et ceux qui l'entouraient n'ont pu ou n'ont voulu aller. Mais c'est important d'enfoncer le fait que le mouvement de personnes de droite allant vers la gauche n'existe pas. Ça n'existe exactement. Pas. Oui, tout à fait. Mais c'est très révélateur. Par contre, de la gauche vers la droite, ça il y en a plein. Il y en a plein. On voit où se situe la vérité. Exactement. Tout à fait. C'est démonstratif. Vers la gauche. Excellente observation. Bravo. Il fallait le souligner. Non, sinon, parlons de Vichy, on peut rappeler les propos de Mitterrand qui avait dit «
mais ils sont trop gentils, j'arrête. Tout à fait, Ils ont rien exactement. Ça, compris. ça, je le rappelle régulièrement dans mes écrits, très souvent. Je rappelle ce texte. Alors, le problème de Mitterrand, il avait parfaitement vu ce qui allait se passer. Ex-cagoulard. Mais Mitterrand était un arriviste. Donc, il s'est mis du côté qui était porteur. Il a compris qu'il pouvait rien faire avec. Donc, je dirais, c'est encore pire, parce qu'il avait compris, il a doublement trahi. Eh oui. Non, non, mais l'épisode Vichy est dramatique. Moi, chaque fois que j'y pense, je me dis, mais c'est pas possible. Comment ont-ils pu être aussi naïfs? Se laisser faire, ne pas faire ce qu'il fallait faire, à un moment donné, trancher, décapiter. Oui, sur l'antisémitisme, moi j'aimerais qu'on arrête de parler d'antisémitisme, mais plutôt de vérité. Voilà, c'est ça qui est important, parce qu'au bout d'un moment... De sémito-réalisme. Ouais, ouais. De vérité. Bon, de toute façon, à partir du moment où on s'est traité d'antisémite, il est évident qu'on ne se tait pas, en tout cas je ne me tais pas, et on déroule la démonstration. Ouais, dévoilement de la vérité. Ah, évidemment. Mais ce genre de terme est fait pour faire taire, pour faire peur. Donc, ou bien, si ça tombe chez des gens qui ont la trouille, eh ben, ils ont encore plus de la trouille. Si ça tombe sur des gens courageux, ben, ça fait réagir davantage. Autre question? J'ai remarqué, après je sais pas, peut-être que je suis parano, mais j'ai l'impression que au 19e siècle on parlait plus de questions juives qu'aujourd'hui on parle de questions sionistes. Alors Que de questions on parle sionistes. Aujourd'hui on parle de questions C'est vrai. sionistes, mais alors que le 19e siècle, là on a tout dit. Hein. C'est Il vrai. y avait déjà un siècle de recul. Vous par avez rapport à la tout à fait période de raison, 1759. vous avez tout à fait raison, et vous savez pourquoi? Je vous écoute. Parce qu'aujourd'hui, il y a l'État d'Israël qui Voilà. n'existait pas. On est d'accord. Donc c'est un élément nouveau qui se surajoute, mais c'est un même phénomène, c'est un même fait. Anti-judaïsme et anti-sionisme, c'est exactement la même chose, simplement le deuxième terme s'appuie sur une réalité d'aujourd'hui qui est l'État d'Israël, avec tous ses crimes. Avec tous ses crimes. Et vous avez les derniers propos récemment de Ursula von der Leyen qui disait que l'Europe était bâtie sur les valeurs du Talmud. Ah oui, c'est ça, oui. C'est ça. Oui, tout à fait. Mais bien entendu. Mais je l'ai cité d'ailleurs. Ah non, mais ça, oui. Les valeurs du Talmud, oui. My foot, comme disent les Anglais. C'est très bien, très très bien. Les valeurs de l'Europe, c'est des valeurs chrétiennes. il y en a Ah pas oui, d'autres. bien sûr, bien sûr. Tout le reste, Non, non, non. c'est de la fantaisie. Il Les suffit de valeurs le dire. des peuples européens sont les valeurs chrétiennes. Les valeurs de l'Europe de Maastricht, de l'Union européenne telle qu'il nous la présente, elles, ce sont des valeurs talmudiques qui n'ont rien à voir, Ça c'est vrai. qui n'ont rien à voir avec les peuples européens. Je crois que c'est la députée Goulard qui a dit que l'Europe a été créée par rapport au HPLS. La députée Goulard, UDF, avait dit que l'Europe a été créée par rapport au HPLS. On ne plus jamais ça. Quoi? J'ai pas compris. Les heures les plus sombres de notre histoire. La députée Goulard, UDF, avait dit que l'Europe a été créée pour ne plus jamais ça. Ah oui, ben oui, dans l'État, oui, c'est la tarte à la crème, ça. C'est pour faire passer le projet. C'est un camouflage. Mais c'est un peu C'est un camouflage. Il n'y aura jamais d'Europe-nation. Elle a été possible. Elle était possible du temps de Charlemagne. Oui. S'il n'y avait pas eu le partage entre ses fils, c'était une possibilité. Et on aurait eu, alors là, une Europe germanique. Oui. On aurait eu une Europe germanique. C'est pour dire qu'ils ont tout infiltré. Ils ont tout infiltré. Tous les syndicats, les associations. Oui. Le souvenir français des anciens combattants, le secrétaire général, qui est le rabbin Haïm Korchia. Ah non, ça,
ils savent travailler. Ils savent travailler. Quand je vois les milieux de droite, comment ils tombent dans tous les panneaux, c'est à hurler. À hurler, à pleurer et tout. Etc. etc. Oui. J'ai entendu parler dernièrement de R.F. Rave. Vous connaissez, non? Concernant les Juifs. Terre est brave. R.F. Rave. Vous connaissez, non? Concernant les Juifs. Ça me dit vaguement quelque chose, mais je suis incapable de situer. Bah, en fait, le R.F. Rave, selon les Juifs, en fait, les Juifs seraient tous R.F. Rave quasiment. Il ne resterait plus de vrais Juifs. Et les R.F. Rave, en fait, seraient les Égyptiens qui seraient sortis d'Israël avec les Juifs à l'époque et qui seraient responsables du veau d'or. Et donc, selon les Juifs, de tous les malheurs des Juifs depuis 2000 ans et plus. Bah, c'est une théorie qui sort comme la théorie des Khazars. Oui, exactement. Exactement. Les Khazars, encore. Vaste fumisterie, les Khazars. Oui. Ben, je n'ai pas déjà fait une conférence sur les Khazars. Si, Je crois. Hein. Oui. C'est un sujet complexe, mais qui finalement s'explique parfaitement. Docteur, Ah non, mais ils ont. Oui. moi par rapport au Khazars, ça serait bien de refaire un petit rappel sur ces questions-là, parce qu'en ce moment on parle beaucoup Khazars, et les gens sont dans des théories. D'accord, je vais essayer Ça serait pas mal de de refaire un petit rappel dessus. mettre ça avec un sujet connexe, pour que ce À soit pas du copier-coller, quoi. À noter quand même que les livres qui sortent sur les Khazars sont tous rédigés par des Juifs, hein, quasiment. Faut le savoir. Oui, c'est vrai. Faut le savoir. Ah ben des gens entre eux, hein, c'est un peuple d'une complexité invraisemblable. Enfin, c'est leur problème. Et vous en parlez dans Ordo Abkao des Oui, Khazars. oui, exactement. Exactement. Ouais, elle est là. Et de là. Qu'est-ce que vous pensez de Viktor Orban, qui se dit défenseur des chrétiens en Europe et qui a fait venir Netanyahou la semaine dernière là. La même chose que vous. Non, mais justement, alors Viktor Orban, il est évident qu'on peut se réjouir de certaines de ses déclarations. Mais à côté de ça, quand on voit qu'il fait un petit geste du côté des Juifs, on se dit, petit problème quand même. Ah, mais j'ai cru savoir que Viktor Orban était juif aussi. Oui, C'est vrai, je pardon, sais, c'est vrai. je sais, il a des ascendances. Tout à fait. Quand on creuse un petit peu, on trouve. Il faut toujours creuser. Ce que je trouve admirable en ce moment, c'est les outils. Les quoi? Les outils. Ah, les outils, oui. Je trouve ça, j'avoue que j'ai oui. une admiration pour ce Moi peuple aussi. qui est assez. Le Yémen, qui date déjà depuis un certain temps, mais qui Tout à fait. s'intensifie. Et les Américains Bravo pour eux. et les Israéliens ont du souci à se faire avec les outils. Et même les Américains qui, Tout à fait. pour leur porte-avions. Tout à fait. Parce qu'on ne nous tient pas nécessairement au courant des dommages enregistrés sur leur porte-avions. Oui. Et leur bombardement massif récemment, ça a été, je crois, un véritable échec, puisqu'ils avaient des bombes qui étaient capables d'atteindre les souterrains, mais ça n'a rien fait en fait. Parce que les autres ont des souterrains encore plus profonds, ils en ont beaucoup plus, enfin... Ah non, ça, le phénomène outil est vraiment très intéressant parce que ça risque de modifier complètement la donne au Moyen-Orient. On verra. Peu de questions? Oui? Oui, dans une de vos dernières conférences, un intervenant avait indiqué que François Mitterrand avec le corbillard 666. Donc je vous confirme qu'effectivement, le corbillard de François Mitterrand, c'était bien 666. Il y a une vidéo sur cela. Attendez, j'ai pas compris. La plaque d'immatriculation du corbillard de François Mitterrand était 666. Ah oui, c'est vrai, oui. Ouais, donc un intervenant l'avait demandé, donc je vous confirme qu'effectivement,
je connais ça depuis longtemps, que effectivement sa plaque d'immatriculation de Corbillard était bien 666. Hein. Il était également indiqué dans la vidéo donc, que également on avait retrouvé une rose sur la croix. C'est indiqué également dans la vidéo. Donc le rose-croix. Hein. Le Rosicrucier. Ouais, voilà. Et également que François Mitterrand avait prévu ses funérailles dans les moindres détails. Le journaliste en parle aussi de ça. Oui, oui. Dans le moindre détail. Mais c'était un personnage très curieux, Mitterrand, très complexe, ésotérique, Ouais. très ésotérique, ce qui explique beaucoup de choses. Un espèce d'illuminé. Ben, c'est l'impression qu'il me donne. Et alors, c'est vraiment curieux parce que c'est un homme qui est passé à Vichy, qui a parfaitement annoncé ce qui allait se passer à Vichy du fait de la faiblesse des gens de Vichy, et qui ensuite est parti dans n'importe quoi, dans la stratosphère, etc. etc. Mais je crois que jusqu'à la fin de la vie, jusqu'à la fin de sa vie, il avait quand même des lectures de droite ou d'extrême droite. On le dit, et justement, jusqu'à la fin de sa vie, je me disais, ben, j'espère qu'avant de mourir, il va dire ce qu'il sait. Ah ouais. Alors, il y a quand même autre chose pour lui, c'est qu'il a toujours fleuri la tombe de Pétain. Tout à fait, Il a cru ce qu'il a fait. je le confirme. Et je crois que c'est Chirac qui a arrêté de le faire, ou je ne sais plus qui a arrêté. Oui, je crois que c'est Chirac. Hein, C'est Chirac celui qui ou ne voulait Chirac. pas que l'Europe soit catholique, enfin soit d'origine chrétienne. Non, mais vous avez raison, et sur Mitterrand, et sur Chirac. Il a eu- Et ensuite, Mitterrand n'était a priori pas franc-maçon en France, mais il était peut-être d'une loge égyptienne. Il y a des choses bizarres là-dessus. Oui, non, mais j'ai rien de Ouais, sérieux, des je n'ai loges rien des loges internationales. je n'ai rien de sérieux sur lequel m'appuyer là-dessus. Mais J'en c'est parle pas. Oui, oui. Mitterrand avait quand même eu des mots sur la communauté juive lors de son dernier entretien avec Jean-Pierre Elkabbach. Oui, oui, Ça oui. a quand même fait parler, ouais. Ah, c'est entre. Vous l'avez vu, donc. Oui. Moi aussi, je l'ai vu, j'ai eu la chance de tomber dessus. C'était hallucinant. Il Vous dévoilait voulez, quand même. vous voulez tout de même pas que je me convertisse? Ça va durer Extraordinaire. Et il fallait voir la tête d'El Kabash. Ça va durer encore 100 ans. Ah non. Et sinon. Et non, mais justement, on se demande, ce Mitterrand, qui était tout sauf un imbécile, Oui. qui avait parfaitement compris, comment est-il parti vraiment dans ces délires ésotériques? Il est tombé sous Faut chercher Le charme. le charme, peut-être le charme, Faut chercher du côté de ça. sous l'influence de quelqu'un qui l'a retourné. Faut chercher du côté de sa femme, non? Ou de Sa femme était juive, je crois, non? Oui, oui, oui. Sa femme, Oui, oui. je confirme. C'est ça qui l'a retourné. Elle a eu une très très mauvaise influence. Ah, ils étaient tous de gauche, je sais pas. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Sinon, on peut dire aussi son avertissement au peuple français, vous avez un ennemi implacable et vous ne savez pas. C'est les États-Unis. C'était les États-Unis, oui, tout au moins. Nous Pas sommes, les États-Unis, mais L'État ce qu'on profond. appelle l'État profond. nous sommes en guerre et les Français ne Oui, savent pas. c'est cela, oui, tout à fait. Et l'ennemi, oui. Et en plus, l'ennemi. Oui, non, Mitterrand, vraiment, je ne comprends pas. Et c'est dommage parce qu'avec ce qu'il savait, ça aurait pu complètement changer la donne pour nous aujourd'hui. Oui. Non, le problème de Mitterrand, c'est qu'en fait, il était barré à droite par De Gaulle. Donc il lui fallait un espace politique. Et donc il a pris l'espace à gauche. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il aurait pu faire autrement. Il aurait pu faire autrement. Il aurait pu dénoncer toute la duplicité de Gaulle, déjà pour commencer, et le mettre dehors. Parce que pour démolir De Gaulle, avec ce que l'on savait déjà à l'époque de Gaulle, c'était tout de même pas compliqué, mais il fallait le vouloir. Après, il s'était quand même attaqué à De Gaulle avec le coup d'État permanent, le livre. Ah bon. Mais, Non, je vous dis, avec tout ce qu'on savait de Gaulle, du départ de Gaulle en 1916, parce que De Gaulle, quand on commence à entendre parler d'un certain Charles de Gaulle, 1916, c'est quoi? C'est reddition.
Et sa Le désertion. drapeau blanc. Mais c'était connu Le à drapeau l'époque. Hein? Le drapeau blanc. Oui, Mais- bien sûr, mais c'est ce que j'allais dire, Oui, oui, justement. tout à fait. Mais c'était connu à l'époque. Cela était connu à l'époque. Ah, ben, de la part des officiers généraux, oui. Oui, mais c'était pas connu publiquement. Non. Non, publiquement, non. Ouais. C'est le problème. Non, ça, De Gaulle se rendant sans combattre en 1916, pas plus tôt. En fait, il avait réussi, pour bien connaître l'histoire, il avait réussi à se maintenir à l'état-major, et du fait de l'hécatombe d'officiers supérieurs au front, il a bien été obligé d'y aller à son tour. Et puis, évidemment, il ne voulait pas qu'on touche à sa petite peau. Donc, il a levé le drapeau blanc. Et c'est ça, notre héros national. Donc, c'est un héros de catastrophe en fait pour la France. Oui. Comme tous les présidents qui se succèdent à la tête de la France. Ce sont des gens catastrophiques, les uns La après les autres. 5e République, oui, c'était une succession de... Le seul qu'on pourrait à peu près épargner, c'est Pompidou, mais tous les autres sont catastrophiques. Pompidou, non, pas du tout. Non. Non, mais c'est lui Non, qui a fait... Pompidou, ça n'a pas été catastrophique. Oui, mais c'est quand même lui qui a supprimé la notion de chef de famille. Oui, je sais. C'est lui qui a Mais- mis la loi Guesso, enfin les lois contre la... Voilà. Enfin, il a... Et il a ouvert les banques. Il a ouvert les banques privées à l'endettement national. Ce qui nous a ruinés. Mais je sais. Et enrichi Non, les banques. vous avez tout à fait raison. Mais il y a eu des aspects positifs chez lui. C'était Oui, pas c'était- haineux comme De Gaulle. Ah oui, oui, Ah oui. non, non, pas du tout, en tant que... Et il aimait la voiture. Hmm? Il aimait la voiture. Il aimait les voitures. C'est lui qui a réglé le problème en 68. C'est lui qui a géré la situation en 68. C'est évident. Ah oui. C'est pas De Gaulle, lui, c'était C'est pas De Gaulle qui s'est tiré comme un... Comme toujours. Comme toujours. Vous m'avez enlevé le mot de la bouche. Comme toujours, il est allé se mettre à l'abri en Allemagne sous l'égide du général Massu, Oui. tellement bien vu des nationaux. Encore un drôle celui-là, le général Massu. Voilà. Que voulez-vous? On a les héros que l'on mérite. Enfin, les Français ont les héros qu'ils méritent. Oui. Pas d'autres questions? On a fait le tour du problème? Voilà. Ah! Kennedy avait soudoyé les Algériens contre la France. Kennedy avait soudoyé les Algériens contre la France. Oui. Oui, oui. Ah oui? Oui. Ah oui? C'est pas très bien. Ah oui? Oui. Ah oui? Tout à fait. C'est pas très bien. Ça s'explique, les Américains ne voulaient qu'un seul empire. Ils voulaient plus d'empire pour l'Angleterre, plus d'empire pour la France. Oui. Donc il fallait détruire les empires français et anglais, de façon à ce qu'on n'ait plus qu'un, l'empire américain. Et la preuve, c'est leur emblème, c'est l'aigle. Donc ils ont joué contre nous, ils nous ont trahis en Indochine et en Algérie, pareil. Et pas oublier Marcel Kébia. Ça, c'est les Anglais, ça. Ouais, vous parliez des Américains. Sur les oui. Américains, oui. Non, mais de toute façon, l'engeance anglo-saxonne n'est jamais recommandable. Oui, oui, oui. Mauvaise fréquentation. Hein? Mauvaise fréquentation. Très mauvaise fréquentation. Vous avez évoqué René Guénon. Oui. Et moi, j'ai constaté avec surprise qu'il y avait des livres de René Guénon dans les librairies nationalistes. Ça ne m'étonne pas du tout. Justement, c'est pour ça que je mets en garde. Ouais. Ah ben tout à fait. Vous pourriez essayer de nous éclairer quand même un peu plus sur René Guénon. Pardon? Vous pourriez essayer de nous éclairer un peu plus sur René Guénon. Faudra que j'en Je parle. connais très peu, mais Oui, j'aimerais oui. bien voir. quand Bah, même alors, voir le clair. problème, en résumé, le problème avec René Guénon, il n'est pas le seul d'ailleurs, il y a Evola aussi. Et voilà. C'est un petit peu le même genre de problème. Blavatsky. Hein? Il y a Blavatsky aussi. C'est autre chose. Blavatsky, c'est totalement autre chose. Mais à un moment, je savais. Ah oui, non, mais c'est dangereux. À un Elle, moment, je elle est savais que René dangereuse. Guénon n'était pas très loin de Blavatsky, même s'il s'est éloigné. Et bon, il y a des points de contact, mais c'est tout de même différent. D'accord. Elle, Blavatsky, c'est carrément du satanisme. D'accord.
Guénon, c'est pas vrai, non. Guénon et Evola, c'est pas ça. Bon, alors, Guénon et Evola, le problème, c'est qu'ils disent des choses bien, et derrière, il y a la thèse qui détruit tout le bien qu'ils ont pu dire avant. Donc, il faut pouvoir faire le tri. Et j'en parle, c'est dans quel livre déjà j'en parle? Je crois que ça doit être dans la maçonnerie. Je parle de Guénon et Evola dans la maçonnerie. Justement, où j'essaie de clarifier le pourquoi de leur position. Et pourquoi il faut s'en méfier. Mais qu'est-ce qu'ils développent comme idée, ces gens-là? Alors, il y a une notion d'ordre, qui plaît évidemment, mais on tombe très rapidement dans la facette ésotérique. D'accord. C'est pour ça qu'il y a les morts soufis. La gnose et compagnie. C'est pour ça qu'il est mort soufis. La gnose et compagnie. On en retombe avec C'est pour ça qu'il est mort soufi. Parce que le soufisme et la Oui, maçonnerie, c'est ils ont cette recherche de la vérité cachée. Moi, j'en connais. Parce que Guénon, c'est aussi, vous avez discuté avec un franc-maçon chez Nicolas Bouvier. Et lui, pareil, il développait... Comment il s'appelait d'ailleurs cet C'est individu? Corneille, Jean-Maxime Corneille. Et lui, il développait justement ces choses-là, Guénon et Blavatsky. En tout cas, un parfait fuyard pour arriver à une anguille. Ah, Vous avez suivi le débat? je suis... Une véritable anguille. Oui. Comment il s'appelait déjà? Jean-Maxime Corneille. Corneille. Ouais. Corneille, nom d'oiseau. Ouais. Bah oui. Je crois que vous avez été très rapide. Vous avez suivi mon regard. Non, mais il a été initié par Juillet. Ah, Juillet. oui, d'accord. Donc, nom de moi. On entend toujours dans la même... Ah non, c'est pas les gens. Nom d'animaux, nom de fleurs, nom de ville, nom de pays. Oui. Mendes France. Hollande. C'est etc., l'IA pour ces ligues. Hein? C'est l'IA pour ces ligues. Mais bien entendu, c'est bien. Non, Bien chrétien entendu. aussi, chrétien. Ouais, Chrétien. Santa Maria. Ah oui, ben, Ça. c'est ce qu'on disait autrefois, c'est trop catholique pour être chrétien. C'est évident. Non, mais il est évident que quand on connaît tout ça, on a une satisfaction intellectuelle. Mais en même temps, on est quand même frustré en se disant, mais comment quelque chose qui est tellement évident, tout de même facile à voir, il y a encore autant de gens dans le milieu qui ne voient pas malice. Non, mais c'est une satisfaction intellectuelle d'avoir compris. Oui, mais c'est un peu court quand même. Ouais. C'est un peu court quand même. Mais Non, je suis bien d'accord. la plupart des gens- C'est une satisfaction Non, intellectuelle, égoïste. On aimerait tout de même, moi personnellement, j'aimerais qu'il y en ait davantage qui comprennent. La plupart des gens traverseront toute leur vie sans avoir Ah oui, non, mais ça, c'est évident. C'est évident. Mais c'est ça qui est dramatique. C'est que ce sont les imbéciles qui sont les plus nombreux. Après, c'est pas facile pour les gens, vu on va dire, vu les médias qu'on a et la propagande qu'il y a, c'est pas évident de comprendre. Oui, mais enfin, vous avez compris, vous tous qui êtes là, vous avez compris, moi j'ai compris, etc. Ou alors vraiment, il faut en avoir une couche. Franchement, tout de même. Puisqu'on parle de différentes personnes, Idrissa Berkane, vous connaissez? De nom, oui. D'accord. Pourquoi? Oh, je sais Non, pas non, si je j'ai connais le un nom. avis. J'ai pas d'ailleurs je connais de nom, mais je me suis pas appesanti sur C'est un ce qu'il a fervent fait. défenseur de Jacques Attali. Hein? C'est un fervent défenseur de Jacques Attali. Ah bon? Ah oui. Ah oui. Ah, t'as Bon, tu d'accord. l'as trouvé. Bon. Et là aussi écrit pour l'ordre œcuménique, je sais plus de quoi, de trucs de franc-maçonnerie. Aberkane. Ouais. Aberkane, d'abord, le nom est curieux. Pourquoi? Cannes. C'est plutôt ça se comment mythe, dire, l'orthographe c'est Aberkane. Il est soufi. Oui, il est soufi, ouais. Enfin, il est autoproclamé soufi. Et puis, comme je viens de le dire tout à l'heure, le soufi. Pas de connivence. Je ne connais pas. Soufi, c'est les C'est les océanistes. oses en fait. Hein. Hum? C'est pour ça que Guénon. Vous vouliez dire quelque chose? Non, il disait Soufi. Comment? Il disait il est Soufi. Attends, j'entendais. Il
disait les soufis, mais soufis c'est l'ésotérisme. Oui, C'est tout ça. à fait. C'est comme la gnose et la cabale. C'est Tout ça. à fait. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Tout à fait. Mais finalement, on n'en sort pas, c'est toujours la même chose. On trouve toujours les mêmes points de repère. Le 27 mai doit être votée une nouvelle loi sur l'euthanasie. Chic alors. Est-ce que vous avez vu l'empressement de Yael Braun-Pivet pour assister auprès de Michel Barnier, auprès de, comment il s'appelle le Premier ministre, Bayrou, pour que Le catholique Bayrou. pour que ce soit discuté à l'Assemblée aussitôt possible. Pour discuter. Et elle On a compte 5 un, enfants. deux, tout le monde s'est voté. Elle a 5 enfants. Elle fait avorter les gars et elle a 5 enfants. Ouais, du beau monde. 5 héritiers. Bon, plus d'autres questions? Bon.